Otep à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en 6261 de l'Ekamit, Djewuti premier, c'est-à-dire notre premier mois, et de notre calendrier. Mes amis, en cette date, nous avons décidé de parler d'un sujet qui est extrêmement important pour moi. Donc, nous allons parler de la décolonisation astronomico-géographique de l'humanité noire. En effet, restez là où vous êtes pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Regardez toute la vidéo pour bien comprendre ce que nous allons traiter. En effet, et si on parle de décolonisation astronomique, mes amis, il faut bien qu'il y ait d'abord une colonisation astronomique. Donc, et pour qu'on décolonise, il faut une chose colonisée, c'est-à-dire une chose accaparée et qu'on veut récupérer, qu'on veut déconstruire. En effet, je ne sais pas s'il y a un frère Camille qui a déjà inventé ce concept, mais moi, je l'ai forgé lors d'un débat avec un ami qui me parle des planètes Pluton. Et il me dit que cette planète se trouve dans la constellation du Verseau et que cette position astronomique amènera à la chute des États-Unis d'Amérique. Et après avoir réfléchi un instant, je lui ai dit, pour moi, il n'y a pas une planète qu'on appelle Pluton. Mais il y en a une qui s'appelle comme ça pour l'Européen. Et lui, il a dit non, mais je ne sais pas les noms des planètes. Et c'est à partir de là que l'idée du concept colonisation astronomique m'est venue. Donc, et en effet, on n'entend pas colonisation astronomique, la nomination des entités astronomiques ou géographiques selon des concepts étrangers. Il faut dire que la nomination des entités astronomiques ou géographiques et par des thèmes européens, tout cela est issu de la folie de l'universalité occidentale et de la globalisation, pourrais-je dire. Donc, en effet, on appelle les planètes suivant les noms des dieux de la mythologie grecque dans l'idée d'européaniser le monde. Donc, dans l'idée de rendre l'Europe omniprésente dans tous les esprits. C'est là l'idée principale. Et pour les Européens, le monde, c'est l'Europe. Et c'est pas cette tentative. Et on fait toute l'humanité rendre hommage aux dieux du panthéon gréco-latin. Donc, si on n'appelle pas les planètes de ces noms, c'est-à-dire Pluton, Vénus, Mars, on serait des barbares pour les Européens. Donc, parce que toute l'astrologie moderne se base sur ces nominations. Donc, l'université occidentale exclut toutes les valeurs de l'humanité et impose les valeurs occidentales au reste de l'humanité. Donc, je me demande en effet, pourquoi on n'appelle pas les planètes, les mois, les jours du calendrier grégorien, Jésus, Marc, Pierre, Moïse et autres noms issus des évangiles ou de l'Ancien Testament. Donc, parce qu'on sait pertinemment, selon les chrétiens, que les dieux du panthéon gréco-latin sont des faux dieux, selon eux. Donc, on ne le fait pas parce que l'Occident sait que la vraie culture occidentale, c'est la culture gréco-latine et non la culture judéo-chrétienne. Donc, en effet, il faut décanter cette hypocrisie occidentale. Parce qu'en Occident, on veut imposer le judéo-christianisme à l'humanité et à la masse prolétarienne du monde entier, pourquoi pas la masse prolétarienne occidentale. Or, on sait que toute l'élite occidentale en secret pratique tous les rituels de la Grèce antique, de la Rome antique, les rituels des druides de l'Angleterre. Donc, on peut dire que même le pape est le premier païen en ce sens, puisque même le pape conjure les esprits interdits au peuple, c'est-à-dire les esprits issus des mythologies grecques et romaines. Mais cependant, pendant qu'on conjure ces esprits-là, on fait quoi au masque que ces esprits, ce sont des diables. Donc, mes amis, c'est l'hypocrisie occidentale. C'est comme ça l'Europe fonctionne. Donc, en effet, il y a une statistique qui montre à clair que tous les pasteurs protestants allemands sont initiés à la franc-maçonnerie. Mais cependant, de la franc-maçonnerie, on parle des dieux du panthéon égyptien, des dieux du panthéon grec-romain, on parle de tout ça. Pendant qu'on pratique cela en secret, mais cependant, dans le grand public, on joue un double jeu.
On fait quoi aux masses autrement pour garder la masse dans l'obscurantisme, dans la misère, dans la barbarie, dans l'ignorance. Donc, c'est à cette hypocrisie qu'on vient en finir. Donc, en effet, nous allons retracer la genèse de la colonisation astronomique du monde noir et comment on peut le décoloniser en restituant les noms originaux des entités astronomiques et géographiques du monde noir. Et nous allons citer les noms des planètes dans les langues anciennes de l'Égypte et nous allons citer les noms des mois en Médounétché. Et après avoir su tout cela, on peut couper fâché avec l'Occident pour redonner au monde noir et les noms que les Égyptiens avaient donnés aux entités astronomiques et géographiques. En effet, selon Aristote, selon Diodore de Sicile, l'Égypte est le berceau de la science et que les Éthiopiens sont les plus anciens des hommes. Sans doute, mes amis, si on veut connaître les premiers noms des entités astronomiques et géographiques de l'humanité, il faut aller en Égypte. C'est-à-dire, il faut aller à l'Antiquité égyptienne. Donc, et tous les égyptologues savent que la première carte topographique, géologique et géographique de l'histoire humaine est le papyrus des mines d'or daté vers 1100 avant l'ère occidentale. Et Théophile Obenga dit que cette carte est la plus ancienne carte topographique, géologique et géographique de l'humanité tout entière. Et en effet, si la première carte géographique a été inventée en Égypte, et mes amis, il est logique que les premiers noms des lieux géographiques fussent des noms égyptiens, que l'on veuille ou non. Et regardez à l'écran, vous verrez la première carte géographique du monde. Et il est important, en fait, de prendre au sérieux Diodore de Sicile, qui est un historien grec, grand historien grec, qui dit dans son premier livre traitant de l'Égypte, de son ouvrage titré Bibliothèque historique, et Diodore de Sicile dit de la nomination des entités astronomico-géographiques de l'humanité. Il dit, les Égyptiens ont divinisé chaque élément et leur ont assigné primitivement des noms particuliers à leur langue. Et ailleurs, Diodore de Sicile continue à dire, il dit en effet que Hermès établit le premier une langue commune. Il donna des noms à beaucoup d'objets qui n'en avaient pas. Il inventa les lettres et institua les sacrifices et le culte des dieux. En effet, il est bon de rappeler qu'Hermès est le nom de Djéouti en grec, c'est-à-dire le nom de Thoth. Et on sait que c'est lui qui avait nommé les éléments du monde. Et tout cela sous-entend que les éléments du monde avaient primitivement des noms nègres, c'est-à-dire des noms égyptiens. Et tout cela est bien logique puisque l'humanité a pris naissance en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Et tous les paléontologues savent que ce que je dis là est vrai. Et les Occidentaux savent que c'est vrai. Et on sait tous que l'Homo sapiens sapiens est africain, c'est-à-dire c'est en Afrique que l'Homo sapiens sapiens est parti pour aller peupler les restes du monde. Donc, il est logique que les noms des éléments du monde sont des noms africains. En effet, il faut dire que l'Égypte avait assemblé tous les savoirs depuis l'Homo sapiens sapiens pour en faire la première civilisation en date de l'histoire humaine. Et mes amis, c'est un fait avéré. Et Diodore de Sicile admet que les Égyptiens sont les plus anciens des hommes, les hommes les plus anciens, les autochtones de l'humanité. Et donc, ce fut eux qui avaient donné des noms à toutes choses de l'humanité. Et c'est pour cette raison, en aucun cas, les planètes ne peuvent être appelées Pluton, Mars. Ça, c'est l'escroquerie occidentale, mes amis. Et détaillons un peu les noms des jours, des mois, de l'année, des lieux géographiques selon les Roenkemet, c'est-à-dire selon la langue ancienne de l'Égypte antique, en vue de savoir les premiers noms des entités astronomico-géographiques de l'humanité, mes amis.
En fait, et nous savons tous que le calendrier fut inventé en Égypte pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en 4236. À l'époque, la Grèce n'existait pas encore dans l'histoire humaine. Le peuple hébraïque n'existait pas encore dans les annales du monde à cette époque. Et en effet, mes amis, si les Égyptiens avaient inventé l'astronomie, c'est sûr, ce fut eux qui avaient nommé les entités célestes, telles que les planètes, les étoiles, la lune et les autres corps célestes. Mes amis, c'était eux qui avaient divinisé, divisé, subdivisé et nommé le temps, mes amis. En effet, il y a un texte dramatique qui se nomme le texte dramatique d'Edfou, qui dit ceci. Il dit, heureux jour que ce soit ce jour distribué en 5 minutes. Heureux jour que ce soit cette nuit distribuée en 16 heures. Minute c'est dit at, heure c'est dit ou nous. Regardez à l'écran. Heureux jour que ce soit ce mois distribué en ces quinzaines. Et le quinzaine c'est dit net. Et il dit, heureux jour que ce soit cette année distribuée en ces mois. Et le mois c'est dit abédou. Heureux jour que ce soit cette éternité distribuée en ces années. L'année c'est dit remépout. Heureux jour que ce soit cette pérennité, que tout aille bien quand ils viendront pour toi périodiquement. C'est un texte. Vous savez que en Égypte antique, le temps était déjà divisé en minutes, en heures, en quinzaines, en mois, en années. Donc, et Théophile Obenga, en commentant ce texte, dit que l'humanité doit à l'Égypte le calendrier des 65 jours. La division du jour en 24 heures, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. L'heure légale de l'astronomie hellénistique ne fera que subdiviser en 60 secondes. Encore que les Égyptiens aient connu une division du temps plus petite que l'heure. Donc, vous voyez, et nous avons la division du temps grâce au génie des Égyptiens, c'est-à-dire des nègres, des noirs égyptiens. En ce qui a trait aux saisons, nous avons 3 saisons, non 4. C'est-à-dire les Kémites ont 3 saisons, non 4. Et chaque saison contient 4 mois. La première saison se nomme Aket. La seconde se nomme Péret. Et la troisième se nomme Shemou. Et chaque mois contient 30 jours. Regardez à l'écran, on verra le calendrier égyptien, les noms des mois. On sait que le premier mois se nomme Djéouti. On sait que Djéouti, c'est le dieu du panthéon égyptien. Et Djéouti, c'est le nom du dieu de la connaissance. Et les Égyptiens disent que c'est Djéouti qui avait inventé les hiéroglyphes, les lettres, les arts, les cultes, tout ça. Cela veut dire que le nom des entités du temps astronomique doivent porter le nom de votre dieu, du dieu de votre panthéon. C'est-à-dire que il est illogique de citer le nom des mois, de l'année, et selon le nom des dieux de la mythologie grecque et de la mythologie romaine. Donc nous avons notre propre vision du monde, notre propre panthéon. Et ceci, le temps doit porter le nom des dieux de notre panthéon. C'est un fait avéré. Si on fait pas ça, on est colonisé. Donc, on sait que le premier mois de notre calendrier se nomme Djéouti, c'est-à-dire le calendrier de l'Égypte antique. Et le premier mois se nomme Djéouti. Le deuxième mois se nomme Panipet. Le troisième mois se nomme Out-Oro. Le quatrième mois se nomme Ka-Eka. Regardez à l'écran, vous verrez tout ça. Le cinquième mois se nomme Ta-A-Abet. Et le sixième mois se nomme Pan-Makeou. Et le septième mois se nomme Pan-I-Manotepu. Et le huitième mois se nomme Pan-Nenout. Et le neuvième mois se nomme Pan-Nenout. Et le neuvième mois dit, se nomme Pan-Konsu. Et le 10e mois se nomme Paninet. Et le 11e mois se nomme Ipipi. Et le 12e mois se nomme Mesoutra. Et regardez à l'écran, vous verrez les noms des mois en écriture hiéroglyphique. Et tous ces mois ont été élaborés par Théophile Obenga dans son livre et la philosophie africaine à l'époque pharaonique. Mes amis, sachez que nous avons déjà connu l'année bissextile, c'est-à-dire les Égyptiens avaient déjà inventé l'année bissextile. Au lieu d'ajouter un jour chaque 4 ans, selon le calendrier, et les Égyptiens, c'est-à-dire les Noirs égyptiens,
avait ajouté un jour chaque 1460 ans. Cela veut dire que nous avons connu l'année bissextile chaque 1460 ans. À chaque 1460 ans, les Égyptiens avaient ajouté des jours, 5 jours. Et pour les Européens, les Occidentaux, les Romains, les Grecs, ils ont ajouté des jours chaque 4 ans. Et c'est ça l'année bissextile. Mais nous, pour nous, c'est chaque 1460 ans. Donc, tout cela, on prit tout ça à l'Égypte. Donc, on sait que les Noirs d'Égypte avaient déjà connu les processions des équinoxes. Ils ont divisé les ères, c'est-à-dire les ères astronomiques, en 12 cadrans. On sait que chaque ère avait duré 2160 ans environ. Ils ont élaboré le cycle le plus long qui dure 26 000 ans. Et pour eux, l'humanité a pris naissance de la constellation de la balance. Et la balance astronomique se nomme en égyptien ancien Youssou, et dont le nom latin est Jésus. Donc, pour les Égyptiens, le retour de Jésus est le retour du prévénal à la constellation de la balance. Et ce mouvement rotatif se fait en globalité 26 000 ans. Cela veut dire que le prévénal se trouve dans chaque constellation. Il fait 2160 ans dans chaque constellation. Et la totalité donne environ 26 000 ans. Cela veut dire que lorsque le prévénal commence à partir de la constellation de la balance pour faire un mouvement rotatif, pour retourner encore dans la balance, cela prendra 26 000 ans. Cela veut dire que lorsque le prévénal retourne de la constellation de la balance, c'est-à-dire le prévénal retourne de la constellation de Youssou, cela veut dire de la constellation de Jésus. Donc là, c'est le retour de Jésus. Cela veut dire que chaque fois, on a une année, l'année vient, l'année revient encore, le jour vient, le jour revient encore, une semaine vient, une semaine revient encore. C'est comme ça. Il y a un cycle de 26 000 ans. Chaque 26 000 ans, la constellation, cela veut dire c'est le retour de Jésus, c'est le retour du prévénal à la constellation de la balance. Mais les ignorants chrétiens qui ne savent pas le monde, qui ne connaissent rien, disent qu'il y a un Jésus qui va venir dans les airs. Mais tout ça, ce sont des erreurs astronomiques issues de l'ignorance des chrétiens. Donc, regardez à l'écran, vous verrez la roue des airs. La roue des airs des 12 signes du zodiaque selon la conception des Kamites, c'est-à-dire selon la conception des anciens Égyptiens. Tout cela est issu du livre de Moutande titré Cosmogénèse Kamite. Donc, en effet, regardez les noms des signes du zodiaque selon le nom égyptien. Cela veut dire avec le temps, on va cesser de parler des béliers, des gémeaux, tout ça. Donc, et en égyptien ancien, bélier c'est dit Sérit. Et le deuxième signe c'est dit Ka, c'est-à-dire taureau. Le troisième c'est dit Naété, c'est-à-dire gémeaux. Le quatrième c'est dit Généket. Et le cinquième c'est dit Maï, c'est-à-dire lion. Le sixième c'est Répit, vierge. Regardez à l'écran, on verra tout ça. Et le septième c'est dit Youssou, comme je l'ai déjà dit, Youssou signifie balance. Et c'est les noms, c'est ces noms qu'on a transformés en latin pour donner Jésus. En grec, et Jésus aussi. Donc, cela veut dire que Jésus est une notion astronomique, c'est un mythe astrologique. Il n'y avait aucun Jésus. Jésus n'a jamais existé, c'est un mythe astrologique. Mais les chrétiens ne veulent pas savoir cela. Ils sont restés dans un rêve disant qu'ils attendent le retour de Jésus. C'est une fiction, mes amis. En effet. Et le huitième signe, c'est dit Seket. Et Seket, c'est le scorpion. Et le neuvième, c'est Pa-Enti Itep, c'est Sagittaire. Et dixième, c'est Eri En Capricorne. Et Api, c'est Verseau. Nous sommes à l'aide du Verseau. C'est Api, c'est l'aide de l'abondance. Et ensuite, le douzième, c'est Nateb Tiou. Il signifie poisson. Et nous venons de la constellation de Nateb Tiou, c'est-à-dire la constellation du poisson. Et dans cette constellation, c'est la constellation du christianisme. Parce que cette constellation dit qu'il y aura une religion qu'on appelle christiane, parce que le symbole ancien du christianisme, c'est le poisson. Cela veut dire que nous étions à l'ère du poisson, nous avons laissé l'ère du poisson, maintenant nous sommes à l'ère du Verseau. Cela veut dire que c'est la fin de la religion chrétienne, c'est la fin de la civilisation occidentale. Tôt ou tard, on verra cela, l'Occident va se chuter. En effet, selon les Kémites,
Le point vernal fera, comme je l'ai dit, 2160 ans dans chaque constellation. En parcourant les 12 signes du zodiaque, cela donne 26 000 ans, qu'on appelle procession des équinoxes. C'est ça qu'on appelle procession des équinoxes. On appelle cela la grande année. Les astronomes grecs appellent ça grande année. C'est-à-dire une année qui dure 26 000 ans. Et ça sera trop long pour qu'un homme puisse voir le retour de Jésus, c'est-à-dire le retour du point vernal à la constellation de la balance. Et c'est pourquoi on a inventé le mythe du retour de Jésus, les ignorants chrétiens. Donc, il faut se rappeler que l'équinoxe est dit Aket, équinoxe du printemps, Péret, équinoxe d'automne, et Chemou, solstice d'hiver. Mes amis, pour éviter toute confusion, qu'est-ce qu'on entend par point vernal et équinoxe? Kalala Omutande le définit ainsi dans son livre Cosmogénèse Kamite. Il dit, il existe 2 équinoxes dans l'année. Vers 21 mars, Eket, équinoxe du printemps, et vers le 21 septembre, Péret, équinoxe d'automne. Soit 2 uniques jours où la durée du jour égale la durée de la nuit, car ce sont les 2 seules fois où la Terre est droite sur son axe dans l'année. On appelle donc points vernaux les 2 intersections ou croisements entre ligne de l'équateur et celle d'écliptique au moment des équinoxes. Et on sait tous que les jours les plus longs de l'année, c'est 21 mars et 21 septembre. Et c'est cette époque se passe ce qu'on appelle le point vernal qui fait un mouvement rotatif. Et c'est ce mouvement rotatif qui fait chaque année. Et à ce moment-là, au moment de ce mouvement, la Terre se trouve droit sur son axe. Et c'est ça qu'on appelle possession des équinoxes qui se fait chaque 21 mars et à chaque 21 septembre. Donc, et c'est ça qu'on appelle équinoxe. Et ce mouvement se fait pendant quelques secondes chaque année. Et le calcul de ces secondes-là, qui se trouve dans une ère et qui dure 2160 ans, et c'est ça qui donnera, et pour bien vous dire, 26 000 ans. Et Kalala Omutande dit précisément, il dit, c'est précisément cette durée temporelle de 2160 ans qui est appelée une ère. Ainsi, 2160 multiplié par 12, la durée de la possession des équinoxes, soit 25 920 années, 10 cycles de 26 000 ans. C'est ça qu'on appelle possession des équinoxes. Et les astronomes kamites ont déjà prédit à travers les zodiaques ce qu'on appelle l'Eyovada. L'Eyovada, c'est les crimes commis sur tous les noirs du monde entier à l'aide du vaisseau. Et les astronomes égyptiens, les astronomes kamites avaient déjà prédit que la race blanche va faire un génocide sur la race noire à travers les zodiaques. On appelle ça Yovada. Ensuite, et les noirs kamites avaient déjà découvert les décans, c'est-à-dire, regardez à l'écran, le décan c'est dit en égyptien ancien Kenemet. Ils ont déjà calculé la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que les Égyptiens anciens ont déjà inventé ce qu'on appelle l'optique, la science de la lumière, bien avant Descartes, bien avant les philosophes grecs. Et on sait que l'alière, c'est dit en égyptien ancien, Iterou. Et on calculait tout en égyptien, la vitesse de la lumière, tout ça. Et il faut dire que les Égyptiens ou les Kamites disaient que le soleil parcourt plusieurs millions de kilomètres par jour. Regardez le texte à l'écran, vous verrez les décans astronomiques qui ont été inventés par les anciens nègres de l'Égypte. Et ils ont inventé les concepts de voie lactée. Et voie lactée, c'est dit en égyptien ancien, Mesquet. C'est-à-dire tous ces concepts astronomiques, tous ces noms ont été déjà cités par les anciens Égyptiens. Ils ont nommé l'étoile le plus brillant du ciel, Sépédet. C'est cette étoile qu'on appelle Sirius, c'est-à-dire l'étoile le plus brillant. Et les Égyptiens, sans des appareils comme les astronomes occidentaux modernes, ont déjà vu tout cela. Ensuite, et les Kémites avaient déjà découvert les décans, comme je l'ai dit. Et pour la question des 4 éléments, nous avons déjà connu les 4 éléments. Et les 4 éléments avaient des noms en égyptien ancien. Par exemple, pour dire terre, on dit chou, c'est terre, tefnout, c'est air, geb, c'est terre, et nout, c'est eau. Donc maintenant, on savait tous les noms des entités astronomiques. Maintenant, on doit cesser de citer les terminologies occidentales. Il faut cesser de citer les noms, les entités astronomiques selon les terminologies occidentales. Si on le fait, cela montre que nous sommes toujours colonisés. En effet, concernant les noms des planètes, on savait que les noms de quelques-uns, c'est-à-dire les noms de quelques planètes,
ont été déjà repérés par Kalala ou Mutande. Et tous ces noms ont été rapportés dans son livre Cosmogénèse Kamite. Donc, les Égyptiens avaient nommé déjà 5 planètes du système solaire. 5 planètes du système solaire. Donc, ils ont nommé une planète Sobek. Et Sobek, ce qui signifie nonchalant. Et Sobek, équivalent, c'est Mercure. Ils ont déjà nommé Netedoua, qui signifie aube, qui signifie crépuscule. Et ce qui est égal à Vénus. Ils ont déjà nommé Or-Détier, qui signifie Éou, le rouge, ce qui est égal à Mas. Ils ont déjà nommé Or-Tashtami, Éou qui ouvre les deux terres, c'est Jupiter. Ils ont déjà nommé Or-Capet, Éou, taureau du ciel, ce qui est Saturne dans l'astrologie et des Occidentaux. En effet, nous avons les noms de 5 planètes. Mes amis, cela veut dire que nous avons déjà nommé tout, mes amis. Mais pourquoi nous avons pris autant de plaisir d'appeler les planètes Jupiter, Mars, Saturne, Neptune, tout ça? Ça, c'est, vous pouvez que vous êtes encore colonisés en faisant tout ça. Donc, mes amis, tout cela laisse voir qu'on a déjà tout nommé. Les jours épagomènes ont été indexés par nous. Nous avons célébré les 5 divinités telles que Osiris, Isis, Seth, Horus et Nephthys. Et ces 5 jours épagomènes que les Occidentaux ont volés. Et c'est ces 5 jours épagomènes qui ont été ajoutés à notre calendrier qui donne 365 jours par année. Donc, vous voyez, nous avons inventé tous les concepts astronomiques. Mais pourquoi les planètes, les mois, les jours sont renommés? Et se sont imposés au reste de l'humanité, principalement à l'humanité noire, c'est-à-dire aux nègres du monde entier. Mes amis, c'est le problème, c'est l'héritage colonial, c'est le problème de la colonisation. Et en matière de géographie, nous avons nommé presque tous les lieux géographiques du monde. Parce que nous sommes les premiers nés de l'humanité. L'humanité a pris naissance en Afrique. Et les Égyptiens, comme les dit Diodone de Sicile, comme les dit Aristote, ce sont les plus anciens des hommes, les autochtones de l'humanité. Et nous avons appelé Afrique. Afrique ne s'appelle pas l'Afrique. Mais nous avons appelé, c'est-à-dire les Égyptiens anciens, avaient appelé Afrique Kemet. Ce qui signifie noir. Tout le continent s'appelait Kemet. Et il y a en Afrique d'autres peuplades qui avaient appelé Afrique Al-Kedoulam, ce qui signifie mère de l'humanité. Mais le nom global de l'Afrique en égyptien ancien, c'est Kemet. C'est-à-dire l'Afrique s'appelait Kemet, ce qui signifie la terre noire. Donc ensuite, comment s'appelait Égypte? Égypte s'appelait Taméri. Et Taméri signifie pays bien-aimé. Et ce sont les Grecs qui avaient appelé Taméri Égypte. Mais c'est Taméri. Les Égyptiens avaient appelé leur pays Taméri, ce qui signifie pays bien-aimé, terre bien-aimée. Ta, terre, et Méri bien-aimé, Marie. Et on peut dire en passant que le nom Marie n'est pas un nom hébraïque ou un nom gréco-latin. Parce que Marie, c'est un nom égyptien. Et c'est pourquoi la mère d'Horus s'appelait Aseta Maria. Et c'est cette Marie qui se nomme dans le catholicisme, mère de Jésus, tout ça. Donc, après, on sait que les Égyptiens avaient appelé la Nubie Kash ou Tasseti. Cela veut dire que la Nubie ne s'appelait pas Nibie, mais c'est Tasseti, Kash. Et la Libye ne s'appelait pas Libye, mais les Égyptiens avaient appelé la Libye Tchéhénou. Et la Crète se nommait Keftiou. Et les îles égéennes se nomment Nebout et Palestine se nomment Palestine où se trouve aujourd'hui les faux juifs et se nomme Djabi. Et Asie se nomme Setet et la Syrie se nomme Retchenou. Et regardez à l'écran, vous verrez tout ça. Et Byblos se nomme Keben et Liban se nomme Remenem et Assyrie se nomme Asseré et Babylone Sénédje. Et Israël se nomme Yasseria. Et il faut rappeler, regardez à l'écran, vous verrez une page à l'écran, une page du dictionnaire hiéroglyphique d'Yvonne Bonami. Dictionnaire hiéroglyphique. On sait tous que le mot Israël a été cité pour la première fois dans l'histoire de l'humanité
et a été retrouvé dans l'histoire de l'humanité sur les stèles du pharaon qu'on appelle le pharaon Meneptah. Et il faut dire que c'est pour la première fois, la première attestation de ce mot dans l'histoire de l'humanité. Mais cependant, les Juifs mentent et les Juifs disent que Jacob se battait avec Dieu et Jacob avait remporté la victoire et Dieu a été vaincu par Jacob. Et c'est pourquoi le nom de Jacob avait été transformé en Israël. Mais c'est un mensonge parce que pour la première fois, le mot a été cité. Ce n'est pas en hébreu, ce n'est pas en cananéen, ce n'est pas dans une autre langue, mais c'est dans la langue de l'Égypte antique, dans l'hieroglyphique, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cela veut dire que cette question que Jacob fut transformé en Israël, c'est un grand mensonge et c'est pour effacer l'empreinte de l'Égypte sur l'humanité qu'on a fait tout ça. Cela veut dire que ces changements dans l'histoire du monde ont été opérés par les Grecs et par les Sémites, c'est-à-dire par les nomades sémitiques, c'est-à-dire les Juifs, c'est-à-dire les Hébreux et les Arabes. Et tout cela pour transformer l'humanité. Et ensuite, on sait que même l'Amérique a été connue par les Kémites, c'est-à-dire par les anciens Égyptiens, parce que les anciens Égyptiens avaient déjà nommé l'océan Atlantide. Ils avaient déjà nommé Atlantide. Mais on sait tous que pour désigner l'océan américain, les Égyptiens disent Atlantide. Mais en effet, il est important de rappeler que Platon, qui était allé en Égypte pour instruire pendant 11 ans, cela veut dire que Platon était élève des prêtres égyptiens et il faisait 11 ans à l'étude en Égypte et il a fait beaucoup de péripéties pour initier à la science en Égypte. Et il faut se rappeler que les Égyptiens à l'époque, c'était des nègres. Ce ne sont pas les Arabes qui sont en Égypte aujourd'hui. C'était des nègres cheveux crépus comme moi et à la peau noire. Donc, il faut dire que cette notion d'Atlantide, élaborée par Platon dans son livre qu'on appelle Timée, et il faut dire que Platon lui-même avait dit que c'était un prêtre égyptien qui avait enseigné à Solon. N'oubliez pas, Solon, législateur grec, était allé lui aussi en Égypte pour instruire. Mais lorsque Solon vient en Égypte, Solon dit qu'il y a un prêtre égyptien qui lui avait parlé de l'Atlantide, une ancienne civilisation qui avait atteint l'apogée. Et cette civilisation avait été détruite. Et ce sont les Égyptiens qui avaient élaboré cette histoire. Cela veut dire que les Égyptiens avaient déjà connu l'Amérique, l'océan qu'on appelle l'océan Atlantique. Cela veut dire que nous avons tout nommé, nous les nègres. Nous sommes les premiers-nés de l'humanité. Donc, ensuite, les Kémites avaient voyagé sur la ligne. Chose étonnante. Parce qu'ils ont inventé les machines volantes 2300 ans avant l'ère occidentale. Parce que les débris de ces machines volantes qu'on appelle aujourd'hui avions, hélicoptères, tout ça, se trouvent au musée du Caire, en Égypte. Au musée du Caire. Cela veut dire que nos ancêtres de la vallée du Nil avaient expérimenté les voyages spatials. Et même la NASA admet que les Égyptiens avaient connu la machine volante, ce qu'on appelle hélicoptère, avion aujourd'hui. Cela veut dire que nous avons tout inventé, nous avons tout allégué à l'humanité. Et je fais une discussion avec un ami, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de civilisation occidentale. L'Occident n'a aucune civilisation. Ce qu'on trouve en Occident aujourd'hui, c'est une sorte de développement, c'est le développement. Cela veut dire que l'Occident avait développé notre technologie, développé notre civilisation. Mais l'Occident n'a rien fait. Parce que en Occident, on n'a inventé aucune science, aucune chose. Cela veut dire que l'Occident n'a rien fait. L'Occident ne fait qu'embellir, développer ce que nous, les nègres, nous avons déjà inventé. Nous avons inventé tout, la civilisation. Et c'est notre legs à l'humanité. En effet, posons cette question. D'où nouveau nom des entités astronomiques et géographiques de l'humanité? L'historien juif qui se nomme Flavie Joseph P. éclaircit ce point. Il dit dans son livre Antiquité judaïque, il dit, je vais citer pour vous, il dit, quelques-unes des nations conservent encore les noms qui leur viennent de leurs fondateurs. D'autres les ont changés. D'autres encore les ont modulés pour les faire mieux entendre de ceux qui viennent s'établir chez eux. Ce sont les Grecs qui ont été les auteurs de ces changements, devenus les maîtres à des époques ultérieures. Ils ont voulu s'approprier leur gloire du passé.
décorant les nations que leurs fils inintelligibles et les imposant leur forme de gouvernement comme si ces nations étaient issues d'eux-mêmes. Vous voyez, cela veut dire que ce sont les Grecs qui ont fait toutes ces modifications dans les noms des lieux des entités astronomiques. Maintenant, et on voit que ce fut les Grecs qui avaient tout modifié, mais au point de vue linguistique, les Grecs ne font que gréciser les concepts égyptiens. Ainsi, Théophile Obenga, dans son fameux ouvrage titré L'Égypte, la Grèce, le col d'Alexandrie, de la troisième partie titrée Mots grecs d'origine égyptienne, il traite de presque tous les mots décrivant beaucoup de domaines. Mais tous ces mots étaient des mots égyptiens, des mots de la langue d'Éouen qui mettent, mais grécisés de la langue grecque, c'est-à-dire dans la langue grecque ancienne. Et Cheikh Anta Diop, lui aussi, avait fait un travail comme ça. Il a démontré l'origine égyptienne des thèmes, des concepts scientifiques occidentaux, c'est-à-dire des concepts grecs. Donc, mes amis, il faut dire que ce n'est pas seulement nos noms, c'est-à-dire nos noms coloniaux qu'il faut changer. Cela veut dire que moi, je m'appelle Jean-Gilles Joseph. Je dois changer mon nom. Et si on m'appelle Akhenaton, et je peux prendre ce nom. Mais il faut dire qu'il faut changer les noms des planètes aussi. Ce n'est pas nos noms seulement. Le nom des planètes, le nom des mois de l'année, le nom des jours, des heures, tout ça. Le nom des lieux, des pays des Noirs. Il faut changer tout ça. Dessalines, Haïti, c'est nommé Quisqueya, Boyo par les Espagnols. Mais Dessalines, une fois donné l'indépendance, avait redonné l'ancien nom de l'île, c'est-à-dire Haïti. Il faut faire ça. Si on ne fait pas ça, on est sous la domination occidentale. Les noms donnés aux entités astronomiques et géographiques mettant en valeur le panthéon gréco-latin doivent respecter en Occident. Cela veut dire en Occident, on peut toujours appeler les noms des planètes Jupiter, Saturne, Mars, le jour, lundi, mardi, mercredi, tout ça. Mais ce sont des noms de la mythologie gréco-latine, puisque chaque peuple a sa propre mythologie, chaque peuple a sa propre vision du monde. Cela veut dire qu'il est barbare de répéter les dieux du panthéon gréco-latin. Et mes amis, c'est un fait avéré. Et on doit changer aussi les noms de nos pays qui ont été donnés par les Européens. On doit changer, redonner les anciens noms à nos pays. Et il faut laisser les noms des colons. Et nous savons que les noms égyptiens des mois de l'année, nous savons quelques-uns des noms des planètes. Et pour faire tout, nous allons réunir dans une convention. Et lors de cette convention, on doit redonner des noms des dieux du panthéon égyptien au reste des planètes pour qu'on cesse de répéter, de citer les noms des dieux de la mythologie grecque attribués aux planètes. Et ensuite, nous savons que nous avons des cosmogonies différentes. Chaque peuple a sa propre cosmogonie. Rome a sa cosmogonie. La Grèce a sa cosmogonie, la Germanie ancienne a sa cosmogonie, tout ça, mais l'Europe entière adopte la cosmogonie gréco-latine, mais nous pouvons adopter la cosmogonie égypto-nubienne. Cela veut dire qu'on doit adopter les noms des planètes égyptiens et on doit respecter ça dans toute l'Afrique et pourquoi pas même en Haïti là. On doit cesser tout ça. Pour finir avec la colonisation. Et on doit cesser tout ça parce que et de même en Grèce, il y a des dieux, il y a des variations des noms en latin issus de la Grèce. L'Angleterre avait une cosmogonie, et l'Allemagne avait une cosmogonie, et la Grèce avait une cosmogonie, Rome avait une cosmogonie. Mais et avec le temps, on a adopté la cosmogonie gréco-latine pour imposer tout cela à tout l'Occident. Mais par exemple, en Haïti, là, on a une cosmogonie, le vaudou, on sait, mais voici comment le monde a été venu. On dit que les dieux suprêmes, c'est Dambala, on a des dieux comme Ogou Ferraille, on a Erzili, tout ça. Mais maintenant, si on décide, nous, en Haïti, de briser la chaîne de la colonisation astronomique ou géographique, on va dire que voici tel jour, c'est nommé
selon un dieu du panthéon du vaudou. On peut dire que la planète se nomme Ogou, une planète se nomme Dambala, une planète se nomme Erzili, une autre planète se nomme Tijan Petro, et une autre planète se nomme telle façon. Cela veut dire qu'il y a une différence avec l'Afrique. Et si au Bénin, on décide de dire que voici telle planète se nomme Maou, cela veut dire qu'il va y avoir des variations, des incompréhensions. Et si les Dogons du Mali avaient donné d'autres noms aux planètes selon la langue malienne, et les Bambara avaient donné des noms selon la langue des Bambara, tout ça, il y a des variations. Mais pour éviter toute variation, pour adopter une vision commune, une vision linguistique, un langage commun, on doit adopter les panthéons égyptiens et imposer ce panthéon au reste de l'humanité noire. Et à partir de là, on aura le même langage. Cela veut dire que lorsqu'on parle de Djéouti, le premier mois de notre calendrier, là, tout le monde peut savoir de quoi il s'agit. On sait que Djéouti, c'est le dieu de la connaissance, mais le dieu de la connaissance dans le vaudou, je pense que c'est Dambala, mais Djéouti, c'est l'équivalent de Dambala. Cela veut dire que, et si on veut adopter un seul langage, on doit adopter et le panthéon égyptien, pourquoi pas? Parce que là, lorsqu'on parle de Djéouti premier, tout le monde noir va savoir de quoi il s'agit. Mais s'il y a tous ces variations, Ogou, tel mois c'est nomme Ogou, tel mois c'est nomme Dambala, tel mois c'est nomme Agoué, tel mois. Là, il y a trop de variations, mais pour cela, il faut adopter le panthéon égyptien pour renommer les entités astronomiques géographiques du monde. Et maintenant, il faut dire ça. Dans les traités astronomiques des intellectuels afrocentristes, les plus radicaux, ça, il faut le dire, on trouve les noms des planètes selon la mythologie gréco-latine. Par exemple, il y a la professeure Manaya Kamele qui avait publié un livre astronomique destiné aux enfants, et elle est professeure en camitologie, elle est mon professeur, tout ça. Mais dans son ouvrage, et ce que je critique dans son ouvrage, les noms des planètes selon les noms des dieux de la mythologie grecque. Il parle de Pluton, de Neptune, de Saturne, tout ça. Tout ça, c'est l'effet, c'est l'héritage colonial. Il faut cesser de répéter ces choses-là. Donc, même Kalala cite les planètes comme ça, mais c'est un homme avisé. Il a déjà nommé, il a déjà indexé les noms des 5 planètes selon le propre nom égyptien. Je viens de citer ces planètes-là. Maintenant, vous voyez jusqu'où va l'éocentrisme. Cela veut dire que l'éocentrisme existe à tous les niveaux. Donc, et notre impératif afrocentrique dont nous parlons doit être à la hauteur pour contrecarrer l'eurocentrisme à tous les niveaux. Nous devons rendre systématique notre combat. Et c'est pourquoi on doit replacer les jours. On doit replacer les jours de notre naissance selon l'horoscope égyptien. Cela veut dire que nous devons cesser de répéter que notre signe astrologique, c'est Vénus, c'est Jupiter, la planète de Jupiter. Ça, on doit cesser avec tout ça. Cela veut dire qu'il y a un effet spirituel sur tout cela parce que c'est un dieu de panthéon étranger. Et on doit repositionner les mois de notre naissance selon les mois égyptiens, les jours de notre naissance selon les jours égyptiens. On doit contrôler l'année de notre naissance suivant notre ère. Il était clair, le musulman contrôle sa naissance suivant l'Égypte qui est les musulmanes. On contrôle sa naissance selon son ère. L'Égypte, les musulmans possèdent comme ça. Maintenant, la question est d'ordre juridique. Il est inutile si on change les noms, les jours de votre naissance. Si on demande quel est le jour de votre naissance et la date de votre naissance, on va dire que, par exemple, je suis né en janvier 1993. Moi, je suis né en mars 1993. Cela veut dire que je dois dire que je suis né en mars 1993. On sait que Mars, c'est le nom d'un dieu du panthéon gréco-latin. Maintenant, puisque on sait que Mars, en égyptien, c'est cette planète, c'est nomme et où le rouge, eh bien, je suis né selon un mois et de mon calendrier. Et je dois replacer, et je dois savoir que selon notre ère, aujourd'hui nous sommes en 6261 et je dois savoir
1993 se trouve dans quelle date? Dans les 6261 pour repositionner ma date de naissance. Et si je continue à dire que je suis né en mars 1993, ce sera une gâchis. Cela veut dire que nous sommes encore colonisés, mais à quoi bon d'élaborer notre calendrier? Et seulement les Kémites, cela veut dire qu'ils ont élaboré le calendrier pour des cérémonies religieuses seulement. Je pense que c'est absurde. C'est absurde. Et si on ne peut pas faire ça, on ne doit pas changer de nom aussi si on ne peut pas faire tout ça. Parce que la lutte est à tous les niveaux. Cela veut dire que si on change de nom, on doit rechanger le nom de notre naissance et contrôler tout selon notre calendrier. Et il faut faire ça. Il faut trouver les astronomes kamites pour procéder à tout ça, changer tout. Donc, il faut tout changer pour que la tâche soit complète. On ne doit pas régler notre vie selon le calendrier grégorien, le calendrier du colonisateur. Donc, et c'est pour cette raison, je me suis dit que la bataille est totalement politique. La bataille est totalement politique. Et je me souviens, je regardais une vidéo de Prince Koumanoum Betwa. Et Koumanoum Betwa, qui est un professeur célèbre, il enseigne en France, il enseigne en Allemagne. Et c'est un noir, et c'est un diopien. Et il enseigne. Mais il y a un Allemand qui aime Koumanoum Betwa. Et cet Allemand décide de donner son nom à un de ses enfants. Mais lorsque cet Allemand arrive auprès de l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil lui dit que vous êtes allemand. Si vous n'avez pas de nom allemand à donner à votre enfant, eh bien, va dans les bureaux d'ethnologie, va trouver un nom pour que tu puisses venir donner un nom à votre enfant. Mais l'enfant ne va pas porter un nom africain. Cela veut dire que le blanc est systématisé. Tout. Cela veut dire que si un blanc ne peut pas porter un nom africain, mais pourquoi un africain peut porter un nom du colon, un nom européen? Et ensuite, l'Allemand n'arrive pas à donner le nom à son enfant, c'est interdit. C'est pourquoi je me suis dit que la bataille est politique. Cela veut dire que les Kémites du monde entier doivent faire de la politique. Ils doivent prendre le pouvoir dans tous les pays d'Afrique. Les Kémites doivent prendre le pouvoir dans tous les pays d'Afrique. Une fois arrivés au pouvoir, on doit prendre des décrets qui abolissent les noms étrangers dans le pays noir. Cela veut dire aucun Africain, aucun officier d'état civil ne peut donner un nom étranger à un enfant africain. Ce sera interdit par la loi. Même si le père de l'enfant ou la mère de l'enfant décide de faire ça. Mais l'officier d'état civil, selon la loi, ne doit pas faire ça. Cela veut dire que c'est là qu'il faut aller. Il faut légiférer notre combat. Il faut rendre systématique notre combat. Et c'est pourquoi il faut faire de la politique sans quoi on reste au niveau du langage, fait des débats, mais on ne pourra rien faire. Et c'est pourquoi même en Haïti, et les hommes, les Kémites en Haïti doivent prendre le pouvoir en Haïti pour tout changer. Et regardez, le conflit est à tous les niveaux. Regardez à l'écran. Même tous les symboles des entreprises mondiales occidentales ont des signes de leur propre mythologie. Regardez Facebook. Le F du Facebook est le signe maçonnique des Tubal-Caïn. Le signe des Tubal-Caïn, c'est un F. Mais regardez bien à l'écran, le F du Facebook et le F des Tubal-Caïn, c'est le F de la franc-maçonnerie. Cela veut dire que le monde est ensorcelé. Et regardez les signes pour le Gmail. Et le signe, c'est le signe maçonnique, le signe royal maçonnique. Regardez bien, vous voyez. Regardez Google, c'est le G qu'on trouve au milieu du triangle maçonnique, c'est le G maçonnique. Cela veut dire que les francs-maçons qui s'accaparent le monde, et vous voyez qu'ils ont donné des signes selon leur propre mythologie. Ils ont tout fait selon leur vision du monde, mais pourquoi nous ne pouvons pas les choses selon notre propre vision du monde? Cela veut dire que le combat est à tous les niveaux. Et Kémite, il faut arriver au pouvoir en Afrique même, pourquoi pas en Haïti là. Il faut fixer des règles. S'il y a un noir qui décide de tenir une organisation ou une entreprise, lorsqu'il vient dans la mairie pour enregistrer, ou dans le ministère des Affaires sociales, comme on l'a dit en Haïti, pour enregistrer l'organisation ou l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire? Si il y a un sigle issu de la mythologie grecque, de la conception maçonnique, et l'officier qui va faire tout ça
ne doit pas accepter d'accepter ces sigles. Et il faut qu'il y ait des bureaux d'ethnologie, il faut qu'il y ait des bureaux d'État qui possèdent des sigles issus de la conception africaine, de la conception haïtienne. Et si la personne qui vient enregistrer l'entreprise ne possède pas un sigle, eh bien, on doit lui conseiller, voici, dans tel lieu, tu vas trouver les sigles issus de la cosmogonie égyptienne, de la cosmogonie éthiopienne, tout ça, africaine. Là, on va adopter un sigle. Mais jamais, on ne va pas adopter les sigles issus de la mythologie gréco-latine. Cela veut dire, si on ne fait pas tout ça, nous ne sommes pas nous-mêmes. Et le combat doit arriver à tous ces niveaux-là. Donc, et c'est pour cette raison que je me suis dit que le combat est totalement politique, même si on est des activistes politiques. Kémy Séba est un activiste politique, il est un activiste politique. Mais si à un jour il peut prendre le pouvoir au Bénin ou dans un autre pays en Afrique, il doit le faire. Même en Haïti, là, lorsqu'on est des activistes politiques, si un jour on arrive à acquérir assez de popularité, eh bien, on peut prendre le pouvoir en Haïti, on peut tout changer. Si on ne prend pas le pouvoir, on ne pourra rien faire. Cela veut dire, lorsqu'on a un idéal, une idée, il y a une chose à faire. C'est de prendre le pouvoir pour concrétiser. Parce que la masse noire n'est rien. La masse noire n'a aucune idéologie. C'est l'élite noire qui doit diriger la masse noire. La masse occidentale n'est rien. Mais c'est l'élite occidentale qui a tout programmé pour la masse occidentale. La masse n'est rien. Ils ont imposé le christianisme comme religion occidentale. Ils ont imposé un mode d'éducation pour l'Occident. Nous, les savants de l'Afrique, les savants noirs, les égyptologues, les linguistes, tout ça, les politiciens, nous devons nous unir. Et après quoi, dans tous les pays d'Afrique, nous devons prendre le pouvoir et à travers la prise du pouvoir, nous devons rendre législatif notre combat, légiférer tout pour que le combat soit fait au niveau de la loi et exclure tout. Et c'est comme ça. Mais si on fait pas ça, on sait qu'il y a des noirs aliénés, qui sont aliénés à un tel niveau, jamais ils ne peuvent pas revenir. Il y a des chrétiens qui ne seront jamais des kamites. Il y a des chrétiens noirs qui ne deviendront jamais des kamites et qui n'accepteront pas de retourner à la culture égypto-libyenne. Jamais, jamais, parce qu'ils sont trop aliénés. Et c'est pour cette raison qu'il faut prendre le pouvoir, fixer des décrets, exclure ceux qui ne veulent pas adopter tout cela. On ne va pas tuer, on ne va pas faire des génocides comme l'Occident. Mais si un noir se sent plus occidental, si un noir se sent plus chrétien, tout ça, il peut aller vivre en Europe. Mais il faut prendre des mesures. Et c'est pourquoi même la révolution d'Israël qui est en train, mais si les révolutionnaires d'Israël, il y en a parmi eux qui sont des musulmans, qui sont des chrétiens. Je dis qu'on fait des efforts dans le mal. Parce qu'on ne va pas prendre des écrits, fixer la religion nationale, tout ça. On sera toujours dans le mal. Parce que ce n'est pas les armes, les nucléaires qui sont vraiment la cause de notre sécurité. Mais la cause de notre sécurité est au niveau de notre vision du monde. Parce que si on a des armes, on a des visions coloniales, eh bien, on appartient aux colonisateurs. Et c'est pourquoi il faut cesser tout ça. Et les révolutionnaires là, ils doivent prendre des mesures. Ils doivent prendre des mesures au niveau de la loi pour exclure, pour bannir l'aliénation culturelle. Si on ne fait pas ça, on serait toujours sous la domination occidentale. Merci. Et je pense que le message est passé. Il faut décoloniser astronomiquement, géographiquement l'humanité noire tout entière.